La soupe était encore chaude quand ma fille m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit avec une voix ferme « Maman, soit tu vas en maison de retraite, soit tu dors dans la niche du chien. À toi de choisir. » Ces mots sont restés suspendus dans l'air, si lourds que même l'horloge de la salle à manger n'osait plus avancer. Ma cuillère est tombée de mes mains et le bruit métallique a résonné comme un coup de feu. Je suis restée immobile, la regardant fixement. Non pas parce que je ne croyais pas ce qu'elle venait de dire, mais parce qu'à cet instant précis, j'ai compris que la petite fille que j'avais élevée avec tant d'amour avait disparu depuis bien longtemps. Devant moi se tenait une femme endurcie par l'ambition, une étrangère avec mon sang dans les veines. À côté d'elle, Sébastien, son mari, l'observait en silence, les bras croisés, avec ce sourire hautain que je n'avais jamais aimé. C'était lui qui l'avait poussé à me traiter ainsi. Je le savais. Mais ce qu'il ignorait, c'est que j'avais appris à me taire uniquement pour mieux écouter. « La maison de retraite ou la niche ?» a-t-elle répété comme si elle s'adressait à une inconnue. « C'est ce que tu penses de ta mère ?» ai-je demandé calmement. « C'est ce que je pense d'une femme qui ne peut plus s'occuper d'elle-même. On a besoin d'espace, maman. » De l'espace. J'ai souri tristement. Cette maison a 6 pièces. Ce n'est pas une question de taille, c'est une question de cohabitation, est intervenu Sébastien. Vous vous mêlez de tout, Madeleine. Il vaut mieux que vous soyez dans un endroit où l'on s'occupe de vous. Où l'on s'occupe de moi. Quelle expression hypocrite quand elle sort d'une bouche malhonnête. J'ai respiré profondément, j'ai pris ma serviette et je l'ai posée sur la table. Je comprends. Alors tu acceptes d'aller en maison de retraite ? A dit Nathalie avec impatience. Non. Je me suis levée lentement, avec une sérénité qui a semblé les déconcerter. J'ai sorti mon vieux téléphone de ma poche et j'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis plus de 10 ans. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle demandé en croisant les bras. « Je prends une décision », ai-je répondu en portant le téléphone à mon oreille. Une voix grave a répondu de l'autre côté. « Madeleine, c'est toi ?»« Oui, Géraldine. C'est le moment. Tu es sûre ? » ?»« Plus que jamais. »« Bien, » a-t-elle dit. « Dans une demi-heure, je serai là. » J'ai raccroché, rangé mon téléphone et regardé ma fille. « Quelqu'un va venir me chercher. »« Te chercher ? Qui ? » ?»« Tu verras bien. » Et je me suis rassise. Le silence autour de la table était dense. Nathalie ne savait pas si elle devait se sentir soulagée ou inquiète. Sébastien, en revanche, semblait mal à l'aise. Il regardait vers la porte de temps en temps, comme s'il attendait une surprise qu'il ne comprenait pas tout à fait. Pendant une demi-heure, le tic-tac de l'horloge a été notre seul compagnon. Nathalie évitait de me regarder. Sébastien ne cessait de consulter son téléphone. Moi, j'observais la nappe tachée de soupe, me souvenant de toutes les fois où j'avais cuisiné pour eux, de toutes les nuits où j'avais veillé leur fièvre, de toutes les fois où j'avais prié pour qu'ils ne manquent de rien. « Maman, on est une famille, » me disait-elle quand elle était petite. Quelle ironie! Maintenant, elle me chassait de la maison familiale, celle qu'Henri et moi avions achetée quand Nathalie était encore bébé. Après la mort de mon mari, j'avais fait l'erreur de la mettre au nom de ma fille pour lui assurer un avenir. Je ne pensais pas qu'un jour elle s'en servirait pour me jeter dehors. À 19h30 précise, quelqu'un a frappé à la porte. 3 coups fermes, espacés, comme si chacun annonçait la fin d'une époque. C'est Sébastien qui s'est levé pour ouvrir. Quand la porte s'est ouverte, l'atmosphère a changé. Elle était là, Géraldine Morel, impeccable dans son tailleur sombre, les cheveux soigneusement coiffés, le visage vieilli, mais avec le même regard déterminé dont je me souvenais. Elle avait été mon associée il y a des décennies, quand nous rêvions toutes les deux de bâtir une petite entreprise de construction. J'avais investi tout ce que j'avais. Elle s'était occupée du reste. Quand mon mari Henri était tombé malade, j'avais vendu ma part pour payer les traitements, et elle ne l'avait jamais oublié. « Bonsoir », a dit Géraldine en entrant d'un pas décidé. Nathalie est restée figée. Sébastien s'est redressé, essayant de dissimuler sa nervosité. « Puis-je savoir ce que vous faites ici ?» a demandé mon gendre. « Je suis venue voir mon ami », a répondu Géraldine sans même le regarder. Puis elle s'est tournée vers moi. « Prête, Madeleine ?»« Prête ?» ai-je dit en me levant.
Nathalie a enfin réagi. « Qu'est-ce qui se passe, maman? Où vas-tu » ? Dans un endroit où les gens se souviennent de ce que signifie le mot famille. Elle a froncé les sourcils. « Je ne comprends pas. » « Tu n'as pas besoin de comprendre, Nathalie. Regarde et apprends. » Géraldine s'est tournée vers moi. « Tu veux emporter quelque chose ?»« Rien qui vienne de cette maison. » Sébastien a ri avec mépris. « Et où comptes-tu aller? Vivre de la charité de ton ami ?» Géraldine l'a regardé avec un calme inquiétant. « Tu te trompes, mon garçon. Madeleine ne va pas vivre de ma charité. Elle va vivre de ce qui lui appartient. » Nathalie est restée bouche bée. « Lui appartient? Qu'est-ce que vous racontez ?» Géraldine a à peine souri. « Tu le sauras bien assez tôt. » Elle m'a offert son bras et nous sommes sortis ensemble. En franchissant le seuil, je me suis retournée et j'ai regardé ma fille. L'espace d'un instant, j'ai cru voir dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à du regret, mais elle l'a aussitôt dissimulé. « Maman, on est une famille, ne fais pas ça !» a-t-elle crié. Je me suis arrêtée sans la regarder. « Les familles se protègent, Nathalie. Elles ne s'abandonnent pas. » Et j'ai fermé la porte. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. La voiture de Géraldine nous attendait dehors, une berline noire, élégante et silencieuse. Je suis montée lentement. Tandis que nous avancions dans la rue, les lumières de ma maison devenaient de plus en plus petites dans le rétroviseur. « Je savais qu'un jour tu m'appellerais », a dit Géraldine en allumant le chauffage. « J'ai trop tardé peut-être. »« Non, tu l'as fait juste à temps. » J'ai regardé par la fenêtre. La ville continuait de vivre, indifférente, comme si rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose était mort et quelque chose de nouveau commençait à naître. La voiture avançait doucement entre les lumières de la ville. Géraldine conduisait sans parler, et je lui étais reconnaissante de ce silence. Parfois, les mots ne servent qu'à salir ce que l'âme comprend déjà. J'ai regardé mon reflet dans la vitre. Une vieille femme au regard fatigué et au cœur plein de cicatrices. Je me suis demandé à quel moment ma vie avait basculé, quand ma fille avait cessé de me voir comme sa mère pour commencer à me voir comme un fardeau. Peut-être que la réponse se trouvait dans le passé, dans ces années où tout semblait éternel, même l'amour. Nathalie avait à peine 9 ans quand son père Henri est tombé malade. Le diagnostic a été cruel. Cancer avancé. Je travaillais dans une entreprise de BTP que Géraldine et moi avions fondée ensemble. Je sortais de la maison avant l'aube et je rentrais quand ma fille dormait déjà. Mais chaque centime que je gagnais était pour ses traitements. Je me souviens d'une nuit à l'hôpital où Henri m'a pris la main et m'a dit d'une voix faible « Madeleine, s'il m'arrive quelque chose, promets-moi que tu ne laisseras pas Nathalie oublier ce qu'est l'amour. » « Je te le promets, lui ai-je répondu. Et j'ai senti sa main se refroidir peu à peu. J'ai tenu cette promesse de tout mon être. Je suis devenu père, mère, ami, refuge. Je n'hésitais pas à avoir faim si elle pouvait étudier. J'ai vendu ma voiture, mes bijoux, mon alliance, tout. Quand elle a eu 16 ans, je lui ai acheté sa première robe pour le bal du lycée. Elle était simple, couleur perle. Elle a pleuré d'émotion et m'a serré si fort que j'ai cru que mon cœur allait exploser. « Je t'aime, maman », m'a-t-elle dit alors. Et j'ai cru que rien ni personne ne pourrait briser ce lien. Mais la vie, comme le ciment qui se fissure avec le temps, a commencé à montrer ses failles. Le premier changement est arrivé quand elle a eu 25 ans et qu'elle a rencontré Sébastien. Un jeune homme bien habillé, au sourire confiant et au regard calculateur. Dès la première fois que je l'ai vu, j'ai su qu'il n'avait pas de bonnes intentions. Trop sûr de lui, trop charmeur, avec une fin qui ne se rassasiait pas d'affection. « C'est un homme bien, maman », m'a dit Nathalie, pleine d'illusions. « Et de quoi vit-il » ? « Il lance une affaire. Il a juste besoin d'un petit coup de pouce. Et tu crois que ce coup de pouce, c'est moi ?» Des années de mariage avec lui avaient transformé ma fille en son reflet, une femme qui ne savait plus distinguer l'amour de l'intérêt. Progressivement, Sébastien a commencé à décider de ce que nous achetions,
comment nous dépensions et même à quelle heure je pouvais regarder la télévision. Quand j'ai protesté, Nathalie m'a dit « Maman, n'exagère pas. Il essaie juste de t'aider. » M'aider à quoi? À oublier qui je suis? Ce fut le début de la fin. Les années ont passé et ma place dans ma propre maison est devenue de plus en plus petite. D'abord ma chambre. Maman, on va la rénover pour la louer et avoir des revenus supplémentaires. Puis mon fauteuil préféré. Maman, ce meuble est trop vieux, on le jette. Et finalement mon opinion. Maman, arrête de te mêler de nos décisions. Je ne me suis pas rendu compte qu'à force de me taire, je disparaissais peu à peu. Jusqu'au jour où j'ai entendu, sans le vouloir, une conversation qui m'a brisé l'âme. « On ne peut pas continuer comme ça, » disait Sébastien. « Ta mère nous ralentit. »« C'est ma mère, » a répondu Nathalie d'un ton las. « Une mère qui ne travaille pas, qui prend de la place, qui coûte de l'argent. Ne dis pas ça. Alors décide-toi. C'est elle ou notre vie. » Je me suis appuyée contre le mur, sentant le monde m'échapper. Ma fille n'a pas répondu, et ce silence a été la sentence la plus cruelle. Le jour où elle m'a donné l'ultimatum, la maison de retraite ou la niche du chien, je n'ai pas été surprise. Je l'avais senti venir. J'avais juste besoin de le voir pour comprendre qu'il ne restait plus rien de l'amour qu'il avait élevé. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que parfois, le silence d'une mère n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie. Nous sommes arrivés chez Géraldine cette nuit-là. C'était une belle maison moderne dans les hauteurs d'Annecy, avec vue sur le lac. Quand je suis entrée, son mari Bernard m'a accueillie avec un sourire chaleureux. « Madeleine, enfin. Géraldine nous a tant parlé de toi. Merci, excuse-moi d'arriver à cette heure. Je t'en prie, tu es chez toi. » Cette phrase « tu es chez toi » m'a fait frissonner. Cela faisait des années que personne ne me l'avait dite sans arrière-pensée. Cette nuit-là, j'ai dormi dans une chambre spacieuse, avec des draps propres et une odeur de lavande. J'ai fermé les yeux et, pour la première fois depuis de nombreuses années, je n'ai pas rêvé de cris ni de portes fermées. J'ai rêvé d'Henri, mon mari, souriant dans un champ de tournesol. Il me disait de sa voix douce « C'est l'heure, Madeleine, pas pour punir, mais pour enseigner. » L'aube m'a trouvée assise près de la fenêtre, une tasse de café entre les mains et l'esprit plein de souvenirs. Le soleil filtrait à travers les rideaux, teintant la chambre de tons dorés. J'avais peu dormi, mais pas de tristesse. Pour la première fois depuis des années, ma tête était claire. J'ai entendu les pas de Géraldine qui s'approchaient. Elle est entrée sans faire de bruit, avec un dossier sous le bras. « Bonjour, ma vieille amie », m'a-t-elle dit. « Bonjour, Géraldine. Prête à me dire ce que tu as laissé en suspens hier soir ?»« Prête », a-t-elle répondu en s'asseyant face à moi. Elle a ouvert le dossier et l'a posé sur la table. À l'intérieur, il y avait des papiers jaunis, des documents notariés, de vieilles photos et un contrat que j'ai reconnu immédiatement. « Tu te souviens de ça ?» a-t-elle demandé. « Bien sûr que oui. C'est le contrat de l'entreprise que nous avons fondée ensemble. » « Exactement. Le jour où tu as vendu ta part pour payer le traitement d'Henri, je me suis promis qu'un jour, je te rendrais ce qui t'appartenait. » Je l'ai regardé avec surprise. « Mais je t'avais dit que ce n'était pas nécessaire. Je l'ai fait par amitié et par amour, » a-t-elle ajouté avec un geste grave. « Mais l'amour ne se paie pas avec des mots, Madeleine. Il s'honore par des actes. » Elle a sorti un autre document et l'a glissé vers moi. « Depuis 20 ans, tout ce que nous avons gagné avec l'entreprise a été divisé en deux. La moitié est à ton nom. » « Qu'est-ce que tu dis ? » « Je n'ai jamais fermé la société. Légalement, tu es toujours copropriétaire. » J'ai senti mon cœur faire un bond. C'est impossible. J'ai signé la vente. « Oui, mais tu as signé un accord entre nous, une simple lettre d'intention. Je n'ai jamais finalisé le transfert auprès du greffe du tribunal de commerce. Sur le registre officiel, tu es toujours associé à parts égales avec moi. » Je suis restée silencieuse, ne sachant que dire. Pendant des années, j'avais vécu modestement, sans imaginer que sur le papier, j'étais propriétaire de la moitié d'une entreprise de BTP qui valait maintenant des millions. Géraldine s'est penchée vers moi. « Ta fille et son mari croient qu'ils t'ont vaincu. Mais le vrai pouvoir n'est pas dans l'argent qu'ils ont volé par leurs mensonges. Il est dans ce que tu peux décider maintenant. » J'ai respiré profondément. « Et que me proposes-tu » Géraldine s'est adossée à sa chaise.
la justice, mais pas celle qui détruit, celle qui enseigne. Parle clairement. Nous allons les laisser se démasquer eux-mêmes. Nous leur donnerons exactement ce qu'ils ont toujours voulu, de l'argent, du pouvoir, des opportunités, et nous verrons ce qu'ils en font. Je les regardais, intrigué. Qu'as-tu en tête? D'abord, tu feras la paix avec eux. Tu leur diras que tout était un malentendu, que tu acceptes de partir, mais que tu veux leur laisser quelque chose pour leur avenir. Et que leur laisserai-je? Une lettre d'intention. Un simple document qui annonce que tu souhaites leur léguer tes parts dans l'entreprise. Ce n'est pas un testament officiel, juste un papier sans valeur juridique. Mais eux, ils ne le sauront pas. Ils penseront que c'est une promesse en béton. J'ai ri avec incrédulité. Et qu'est-ce que ça accomplira? Qu'ils révèlent qui ils sont vraiment. La cupidité brise toujours le masque. Géraldine avait raison. Je connaissais bien Sébastien. Il ne résisterait pas à la tentation de profiter de quelque chose qu'il croirait sien. « Et toi, qu'est-ce que tu y gagnes ?» ai-je demandé, méfiante. « La tranquillité. J'en ai assez de voir les gens bien souffrir en silence. Il est temps que quelqu'un remette les choses à leur place. » Ce soir-là, je suis retournée à mon ancienne maison. Les rideaux étaient tirés et les lumières allumées. Je suis entrée avec calme. Nathalie m'a ouvert la porte avec une expression de surprise. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'ai oublié quelque chose, » ai-je répondu. « Quoi donc ?»« Ma dignité. » Elle a reculé, confuse. Sébastien est apparu derrière elle, visiblement contrarié. « Je croyais que tu allais en maison de retraite. »« J'ai changé d'avis, » ai-je dit en sortant l'enveloppe que Géraldine m'avait donnée. « Et ça, c'est quoi ?» a demandé Nathalie. « Une lettre d'intention pour ma succession. » Le silence a été immédiat. J'ai pu sentir leur respiration s'accélérer. Sébastien a fait un pas en avant. « Un testament ?»« Oui, j'ai décidé de mettre tout en ordre avant de partir. » Nathalie a cligné des yeux, essayant de garder son sang-froid. « Ce n'était pas nécessaire, maman. »« Bien sûr que si, » ai-je répondu avec un léger sourire. « On ne sait jamais qui peut se retrouver avec quoi quand on meurt. » J'ai laissé l'enveloppe sur la table et je les ai regardées. Je voulais vous en informer avant de prendre ma décision finale. Je me suis retournée et je suis sortie avant qu'ils puissent dire quoi que ce soit. J'ai fermé la porte doucement et en descendant les marches, j'ai su que le jeu avait commencé. Cette nuit-là, depuis la fenêtre de la voiture, j'ai regardé la maison illuminée. J'ai vu des ombres bouger à l'intérieur. Je savais qu'ils ne pourraient pas attendre jusqu'à demain pour ouvrir l'enveloppe. Et cette impatience serait le début de leur chute. Le lendemain matin, Géraldine m'a raconté qu'ils avaient déjà appelé son bureau. « Qui sont-ils » avait demandé sa secrétaire. « Nathalie et Sébastien Renard » avait-il répondu. Et Géraldine, sans hésiter, avait dit « Dis-leur que je les recevrai à 11h. » Je les observais de loin, garés sur la place devant l'immeuble. Géraldine est entrée dans son bâtiment, escortée par 2 employés. Elle portait un tailleur gris, et cette expression qui mêlait pouvoir et courtoisie, le genre de présence qui impose le respect avant même de parler. 2 heures plus tard, je les ai vus arriver. Nathalie portait une robe élégante, celle qu'elle mettait habituellement pour les événements mondains, bien que son visage trahisse une nuit sans sommeil. Sébastien, lui, marchait la poitrine gonflée et les yeux brillants de cupidité. Quand ils sont entrés dans le bureau de Géraldine, elle s'est levée et les a salués comme si elle ne savait rien. « Bonjour, en quoi puis-je vous aider ?» a-t-elle demandé avec une amabilité mesurée. Sébastien s'est éclairci la gorge. « Nous venons au nom de ma belle-mère, Madame Madeleine Dupont. »« Ah, oui !» a répondu Géraldine avec un sourire à peine perceptible. Elle ne m'avait pas dit qu'elle enverrait des représentants. « Eh bien, vous savez, elle vieillit, » a ajouté Sébastien avec une pause feinte, mais elle voulait confirmer certains détails sur son partenariat. Géraldine l'a observé sans rien dire, savourant le silence inconfortable. Puis, calmement, elle a pris son stylo et a écrit quelque chose sur un papier. « Un partenariat ? De quoi parlez-vous ? Ma belle-mère était votre associée, n'est-ce pas ? Il y a de nombreuses années, peut-être. Pourquoi cette question ? Nathalie est intervenue avec un sourire nerveux. Hier soir, elle nous a laissé un document, un testament. Il dit qu'elle possède encore des parts dans votre entreprise.
Géraldine a laissé échapper des informations calculées, des phrases qui ont fait briller encore plus les yeux de Sébastien. Si ces parts existent vraiment, elles valent une fortune aujourd'hui. Le couple est reparti avec l'orgueil blessé, mais la curiosité encore plus éveillée. 3 jours plus tard, Nathalie m'a appelée. Sa voix tremblante tentait de paraître naturelle. « Maman, je voulais savoir comment tu vas. »« Bien, ma fille. Et toi ?»« Bien aussi. C'est juste que je n'arrête pas de penser à l'autre soir. C'était une longue soirée. » Il y a eu un silence gêné. « Je voudrais te voir, maman. Sébastien et moi voulons t'inviter à déjeuner. » Je savais exactement ce qu'ils essayaient de faire. L'argent est un aimant puissant, et la cupidité ne tarde jamais à se déguiser en affection quand l'occasion se présente. Malgré tout, j'ai accepté. Le restaurant qu'ils avaient choisi était un de ces endroits qui essaient de paraître luxueux, mais cachent la vulgarité derrière une décoration moderne. Ils sont arrivés avec 20 minutes de retard. Nathalie m'a serré dans ses bras avec une exagération qui frôlait le ridicule. « Maman, quelle joie de te voir !»« La joie est partagée, ma fille. » Nous nous sommes assis. La conversation était superficielle. Le temps, la circulation, les projets pour redécorer la maison. Mais de temps en temps, Nathalie laissait échapper des phrases qui trahissaient sa véritable intention. « Maman, j'imagine que tu vas avoir beaucoup d'obligations avec l'entreprise maintenant. »« Quelques-unes, oui. Ça doit être épuisant de gérer autant d'argent à ton âge, » a-t-elle ajouté avec un sourire tordu. Sébastien est intervenu aussitôt. « Oui, les grandes décisions nécessitent de l'aide. Des gens de confiance, par exemple. Nous, par exemple. » Et voilà. Le masque commençait à se déchirer. Après le déjeuner, ils ont insisté pour m'accompagner chez Géraldine. J'ai accepté, sachant qu'ils voulaient en voir où je vivais maintenant, combien j'avais, ce qu'ils pouvaient estimer. Quand nous sommes arrivés devant la maison de Géraldine, ils sont restés bouche bée. « Tu vis ici ?» a demandé Nathalie, stupéfaite. « Pour l'instant, » ai-je répondu en entrant d'un pas assuré. « Oh, c'est immense !» a dit Sébastien en regardant les tableaux au mur. Un endroit digne de quelqu'un d'important. Ils ne cherchèrent pas la conversation. Ils cherchaient à estimer la valeur de ce qu'ils pourraient perdre s'ils ne jouaient pas bien leurs cartes. Une semaine plus tard, Géraldine a organisé une conférence de presse au siège principal de l'entreprise. Journalistes, caméras, photographes, tout le monde était là. Elle m'a remis un discours préparé, mais j'ai préféré parler avec le cœur. Pendant des années, j'ai vécu en croyant que j'avais tout perdu, ai-je dit devant les micros. Mais j'ai découvert que la vraie richesse ne se mesure pas à ce qu'on garde, mais à ce qu'on peut rendre au monde. « Est-il vrai que vous allez faire don de vos parts, Madame Dupont ?» a demandé un journaliste. « Oui, je vais les transférer à une fondation qui portera le nom de mon défunt mari, Henri, pour aider des jeunes sans ressources à faire des études d'ingénieur. » Les applaudissements ont rempli la salle. Au premier rang, Nathalie et Sébastien, les visages pétrifiés, essayaient de sourire pour les caméras. Mais je savais que ce sourire n'était pas de la fierté. C'était de la peur. Ce soir-là, mon téléphone a vibré. Un nouveau message de Nathalie. « Maman, il faut qu'on parle. C'est important. » J'ai souri tristement. Le jeu continuait, et cette fois, c'était eux qui allaient de creuser leur propre tombe morale. Le message de Nathalie est arrivé à 23 heures. Je n'ai pas pu dormir après l'avoir lu. « Maman, il faut qu'on parle. C'est important. » Pas un mot de plus, pas un ton qui indique si c'était de l'inquiétude ou une stratégie. Juste cette phrase qui, venant d'elle, pouvait signifier n'importe quoi. À l'aube, j'en ai parlé à Géraldine. « Je savais qu'il le ferait, » a-t-elle dit en se servant un café. L'argent leur file entre les doigts et le désespoir ne tarde pas à mordre. Qu'est-ce que je fais ? Reçois-les. Mais tu ne veux pas être seule, n'est-ce pas ? Cette fois, ce sera ta scène. Je ne ferai qu'observer de loin. Et c'est ce qui s'est passé. Nathalie est arrivée en milieu d'après-midi. Sébastien la suivait, avec cet air de quelqu'un qui entre sur un terrain qui ne lui appartient pas, mais qui agit comme si c'était le sien. Josiane, la gouvernante, les a accueillis avec courtoisie, bien que ses yeux les transperçaient. « Entrez, Madame Madeleine vous attend au salon. » Je les ai vus entrer, et j'ai su qu'ils avaient un scénario répété.
Nathalie marchait lentement, comme si elle voulait mesurer mes réactions. Sébastien la suivait avec une pochette sous le bras, feignant la sérénité. « Maman, a-t-elle commencé, merci de nous recevoir. »« Je reçois toujours ma famille, ma fille, » ai-je répondu sans me lever du fauteuil. « Nous sommes venus parler de la fondation, » a ajouté Sébastien de son ton mielleux. « Nous trouvons que c'est un projet noble, mais nous pensons que tu pourrais avoir besoin d'aide pour gérer tout ça. »« De l'aide » ai-je demandé, feignant la surprise. « Bien sûr, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de responsabilités. Tu ne voudrais pas que quelque chose tourne mal. » Nathalie a hoché la tête. « Maman, nous ne voulons pas que quelqu'un profite de toi. Nous pourrions t'aider à gérer les fonds, tu sais, pour que tout soit transparent. » Transparent. L'ironie m'a presque fait rire. « Je comprends, » ai-je dit. « Et que proposez-vous exactement ?» Sébastien a ouvert la pochette. « Nous avons rédigé un document de gestion conjointe. Tu garderais la direction honorifique, mais nous nous occuperions de la gestion quotidienne. » Je l'ai observé sans l'interrompre. Le papier portait mon nom imprimé en grosses lettres. C'était un contrat déguisé en noblesse. Dès que je le signerais, tout l'argent de la fondation passerait entre leurs mains. « Je vois que vous avez beaucoup travaillé, » ai-je dit en croisant les mains. « Nous voulons le faire pour toi, » a répondu Nathalie. « Pour papa. Pour papa. » Utiliser le nom d'Henri a été le coup le plus bas. J'ai senti un nœud dans ma poitrine. « Pour papa, » ai-je répété lentement. « Oui, » a-t-elle dit, presque en pleurant. « Tu as toujours voulu que son souvenir reste vivant. Et maintenant vous voulez être ses héritiers moraux. Quel geste généreux. » Sébastien a remarqué mon ton et a froncé les sourcils. « Y a-t-il un problème, Madeleine ?»« Aucun. Je me demandais juste si vous croyez vraiment que je ne sais pas lire entre les lignes. » Nathalie m'a regardée, confuse. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire que vous venez d'essayer de voler à une vieille femme tout ce qui lui reste, sa dignité. » Le silence est tombé comme un coup sec. Nathalie tremblait. Sébastien a essayé de garder le contrôle. « Ce n'est pas ce que tu crois, Madeleine. »« Alors explique-moi. » « Nous voulions aider, c'est tout. » Aider avec des clauses légales, des signatures cachées et des commissions? Leurs visages se sont décomposés. Sébastien a serré les dents. « Nous n'allions pas te faire de mal. Vous l'avez déjà fait, le jour où vous m'avez traité de fardeau, le jour où ma fille m'a chassé de ma maison. » C'est alors que la porte du salon s'est ouverte. Géraldine est entrée, suivie de Josiane et de Bernard, son mari. 3 témoins qui avaient tout entendu depuis la pièce voisine. « Oh, les preuves ne manquent pas, » a dit Géraldine, avec un sourire glacial. Sébastien a pâli. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Ça veut dire que 3 personnes viennent d'entendre chaque mot de votre petite proposition, chaque mensonge. Et croyez-moi, leurs témoignages auront du poids si jamais vous essayez de contester quoi que ce soit. » Nathalie s'est tournée vers moi, terrifiée. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. » « Faire quoi? Dire la vérité ?» ai-je demandé. « Tu ne comprends pas, » a-t-elle dit en sanglotant. « Si ça se sait, nous perdrons tout. » « Tout ce qui ne vous appartenait pas, » a précisé Géraldine. Sébastien a essayé de reprendre le contrôle. « On peut s'arranger, » a-t-il dit nerveusement. « Oublions cette conversation, trouvons un accord. »« Il n'y a plus d'accord, l'ai-je coupé. »« Vieille misérable !» a-t-il crié en faisant un pas vers moi. Géraldine l'a arrêté d'un regard froid. « Je te conseille de ne pas essayer. »« Partez, » ai-je dit finalement. « Je ne veux plus vous voir jusqu'à ce que vous compreniez la valeur d'une parole donnée. » Sébastien a pris Nathalie par le bras et l'a relevée brusquement. « Allons-nous-en. » Avant de sortir, il s'est tourné vers moi. « Tu vas le regretter. »« Peut-être, » ai-je répondu. « Mais au moins, je le ferai avec la conscience tranquille. » 3 jours ont passé. Puis Josiane est entrée dans le salon avec une enveloppe à la main. « Madame, quelqu'un est venu déposer ceci. »« Qui ?»« Une jeune femme, votre fille. » Ma poitrine s'est serrée. J'ai pris l'enveloppe. Mon nom était écrit de sa main tremblante. À l'intérieur, il y avait une lettre et une clé.
Maman, je ne sais pas si j'ai le droit de t'écrire après tout ce que j'ai fait. Sébastien est parti. Il m'a laissé au milieu des dettes qu'il avait contractées à mon insu, avec des crédits à la consommation que je ne pourrai jamais rembourser. Notre appartement, celui que nous louions ensemble, je l'ai quitté. Je n'ai plus rien. Il ne me reste que les souvenirs et la culpabilité. La clé que je t'envoie est celle de la maison familiale, celle que tu m'avais mise à mon nom il y a des années. Je suis allé chez le notaire et j'ai signé l'acte de donation pour te la rendre. Cette maison t'appartient à nouveau, maman. Je ne veux rien que je n'ai pas gagné de mes propres mains. Je sais que les mots ne suffisent pas, mais si un jour tu décides de m'écouter, je serai à l'endroit où tu m'emmenais quand j'étais petite, au jardin de l'Europe. Pardonne-moi, même si je ne le mérite pas. Ta fille, Nathalie. J'ai lu la lettre 3 fois. L'encre était diluée par endroits. Des larmes peut-être, ou de la pluie, peu importait. Ce qui comptait, c'est que pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de parler à la vraie Nathalie. Cet après-midi-là, j'ai demandé à Géraldine de m'emmener au parc. Elle n'a rien dit, elle a juste hoché la tête et préparé la voiture. Le ciel était encore gris, mais l'air sentait le propre. Quand nous sommes arrivés, les jardins de l'Europe étaient presque vides. Les grands arbres se balançaient doucement avec le vent. Et là, sur le banc où nous avions l'habitude de nous asseoir, elle était là. Nathalie, vêtue d'un manteau usé, les cheveux détachés, les yeux gonflés. Elle m'a vu approcher et s'est levée, mais elle n'a pas osé bouger. J'ai avancé à pas lents, m'appuyant sur ma canne. Quand je me suis retrouvée devant elle, j'ai juste dit « Assieds-toi, ma fille ». Elle a obéi en silence. Nous sommes restés ainsi, sans parler, écoutant les feuilles tomber. « Pourquoi es-tu venue ?» ai-je finalement demandé. « Parce que je n'ai plus personne d'autre. » Tu as toi-même, Nathalie, et ça vaut plus que tu ne l'imagines. Je ne sais pas si je peux redevenir celle que j'étais. Personne ne le peut, ai-je répondu. Mais on peut repartir d'un autre endroit. Elle a pleuré sans se cacher. Je l'ai laissée pleurer. Je n'ai rien dit. Parfois, le pardon commence par le silence. Quand elle s'est calmée, elle m'a montré un petit carnet. J'ai écrit quelque chose, a-t-elle dit en tremblant. Sur toi, sur papa, sur ce que j'ai appris. Je peux le lire? Non, pas encore. Je veux d'abord le finir. Je veux qu'il ait du sens. J'ai hoché la tête. Et à ce moment-là, j'ai vu ma fille, comme je ne l'avais pas vue depuis des années. Humaine. Pas parfaite, pas forte, mais fragile et consciente de sa fragilité. Et j'ai su que quelque chose en moi s'ouvrait à nouveau. « Où vis-tu » ai-je demandé. « Dans une petite chambre près du marché. Je travaille dans une boutique. Tu as besoin d'aide » ? « Je ne veux pas d'argent, maman. » « Je n'ai pas parlé d'argent, ai-je répondu. J'ai parlé de compagnie. Elle m'a regardé, les yeux pleins de culpabilité. « Tu peux encore m'aimer après tout ça ?» Je n'ai jamais cessé de le faire. Ses mains ont cherché les miennes. C'étaient les mêmes mains qui un jour m'avaient repoussée et qui maintenant tremblaient en demandant refuge. Et moi, sans réfléchir, je les ai prises. Non pas parce que j'oubliais, mais parce que je comprenais. « Tu crois que papa me pardonnerait » a-t-elle murmuré. Ton père avait un cœur immense. Mais le pardon ne vient pas des morts, ma fille. Il vient de ce qu'on fait après avoir reconnu qu'on s'est trompé. Elle a hoché la tête. Et alors, d'une voix presque brisée, elle a dit « Je veux recommencer, maman. Je veux travailler à la fondation, pas comme héritière, mais comme bénévole. Je veux commencer par le bas. » Je l'ai regardée en silence. Ce n'était pas la voix de la femme hautaine qui un jour m'avait traité d'égoïste. C'était celle de la petite fille qui un jour m'avait promis de prendre soin de moi. « Alors fais-le, » ai-je dit. « Tu me laisserais vraiment faire. » Je n'ai rien à te laisser faire, ma fille, seulement l'opportunité de bien faire les choses. Les semaines suivantes ont été les plus paisibles de ma vie. La fondation a commencé à fonctionner. Nathalie travaillait chaque jour, supervisant des bourses, aidant des jeunes qui n'avaient pas les moyens d'étudier. Parfois, je l'observais de loin parler avec les étudiants et je voyais dans ses gestes le reflet de son père, cette tendresse silencieuse qui semblait perdue. Un jour, alors que nous révisions les rapports de la fondation, Nathalie m'a apporté une boîte. « C'est pour toi, maman. » « Qu'est-ce que c'est »
Mon carnet, celui dont je t'avais parlé, je l'ai terminé. Je l'ai ouvert à la première page. Un titre ? La femme qui m'a appris à perdre sans haïr. J'ai commencé à lire. Chaque mot était un portrait de ce que nous avions vécu, raconté à travers ses yeux. Ce n'était pas une histoire de culpabilité, mais d'apprentissage. D'une fille qui s'était trompée, d'une mère qui avait su attendre. Quand j'ai terminé, j'ai levé les yeux. Elle était là, souriant entre les larmes. « Ça te plaît ?» a-t-elle demandé. « C'est l'héritage le plus beau que tu aurais pu me donner. » Cette nuit-là, avant de dormir, j'ai relu sa lettre. Je l'ai rangée dans le tiroir à côté d'une photo d'Henri. « Tu as bien fait, mon amour », ai-je murmuré au portrait. Je lui ai enseigné avec fermeté, mais avec amour. J'ai éteint la lumière. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas rêvé de douleur ni de trahison. J'ai rêvé d'un banc sous les arbres des jardins de l'Europe, d'une fille qui pleurait et d'une mère qui, malgré tout, continuait à croire en elle. Parce que parfois la plus grande justice n'est pas de détruire celui qui nous a fait du mal, mais de l'obliger à se regarder dans le miroir et à apprendre à être meilleur. Et ainsi se termine mon histoire. Non pas avec une fin parfaite, mais avec un cœur en paix. Parce qu'à mes 72 ans, j'ai appris que les enfants ne sont pas toujours comme on les rêve, mais que l'amour d'une vraie mère ne prend jamais sa retraite. Il se transforme simplement en héritage de l'âme. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.